bonsoir à tous. Merci d'être venus, bienvenue. Du coup, moi c'est Yvan, je suis le secrétaire de la section d'île du CELA-CGT. Donc le syndicat étudiant, des étudiants, des lycéens, des apprentis, des jeunes déscolarisés, et de plus ou moins toute la jeunesse en devenir, enfin tous les travailleurs en formation. Et donc aujourd'hui, on va faire une formation présentée par Saïd sur l'écologie et le capitalisme, pour avoir une approche matérialiste de l'écologie, et pas seulement faire des effets colibri et du greenwashing. Comment avoir une vraie démarche écologique et prolétarienne. Je vais laisser la parole à Saïd. C'est là, capitalisme et écologie. Le premier point à avoir en tête, c'est le constat que tout et n'importe quoi se dit sur ce thème-là, sur le thème de l'écologie. À propos de la crise environnementale, elle est présente dans tous les médias, présente en permanence dans le débat politique, mais que rarement on a des analyses qui nous permettent de saisir pourquoi nous sommes dans cette situation. Qu'est-ce qui saisit, qu'est-ce qui produit cette situation de crise environnementale? On a des analyses abstraites, nous consommerions mal, trop, nous serions les responsables. Autrement dit, on a l'essentiel des explications dominantes, c'est de renvoyer à la responsabilité des citoyens la situation. Le spectre des analyses concernant la crise environnementale, il couvre tout le champ politique. Il va de l'extrême droite. On a aujourd'hui une partie de l'extrême droite qui se dit écologiste, jusqu'aux anticapitalistes. Ça va des climato-sceptiques, qui nient l'existence d'une crise environnementale et l'analyse comme étant un stratagème des dominants, jusqu'à l'inverse, c'est-à-dire des analyses alarmistes qui viennent nous dire que la fin du monde c'est pour demain matin et qu'il est urgent de passer au capitalisme vert, qu'il est urgent d'apporter des réformes, sinon c'est la catastrophe et on va tous mourir. Voilà le spectre de ce qui se débat dans nos médias. Ce débat est bien entendu relayé dans les grands médias depuis plusieurs décennies et fait partie de la socialisation des nouvelles générations. Ceux qui ont un certain âge, vos parents, ou vos grands-parents, peuvent être parfois déconnectés par la place que prend l'écologie dans les préoccupations des nouvelles générations. Ça n'est pas que les nouvelles générations soient nées avec un gène écologique. Ça fait simplement qu'ils sont le résultat d'un contexte dans lequel ce thème-là a été au centre d'un certain nombre de messages des classes dominantes en direction de la société. L'écologie va donc déterminer en partie, je dis bien en partie, parce que les autres préoccupations sont là aussi, en particulier les préoccupations économiques. Il faut manger, il faut se loger, et ça fait partie de la socialisation des nouvelles générations qui vivent une situation de précarité plus forte que les générations antérieures. Mais l'écologie fait partie des critères de leur choix, des critères de leur jugement, et donc il y a une sensibilité particulière à cela. Pour aborder de manière scientifique la question, sans nier l'existence d'une crise environnementale, tout en essayant de la resituer à sa véritable place sociale, eh bien, il faut en premier lieu revenir à des réflexes de base, et en particulier appliquer à ce thème ce qui s'applique à tous les autres thèmes. Il y a un certain nombre de règles, de méthodologies qui sont incontournables lorsqu'on veut aborder une question. Je voudrais en rappeler quelques-unes, qui sont des règles incontournables. Que l'on utilise le langage, puisque vous êtes étudiant et lycéen, on vous a appris la méthode scientifique, on vous apprend les méthodes des sciences sociales, on vous parle de tout ça. Que ce soit dans le langage des sciences sociales tel que vous l'apprenez au lycée ou à l'université, ou dans le langage militant, dans un langage plus matérialiste, eh bien dans les deux cas, un certain nombre de règles reviennent. Première règle, la contextualisation. Aborder un sujet sans le contextualiser, c'est-à-dire sans le remettre dans son contexte, dans ses contextes économiques, historiques, juridiques, etc., c'est se garantir de ne rien comprendre. Par exemple, lorsqu'on vous dit, pour dédouaner les pays impérialistes,
que la Chine est le principal pollueur du monde, en vous donnant un chiffre, sans ramener ce chiffre à la population chinoise, on ne contextualise pas. Et donc, on en arrive à ne rien comprendre. Effectivement, la Chine, en émissions de CO2, est la plus importante, mais pour une population qui fait un quart de l'humanité. Ramenée à l'individu, eh bien, nous n'avons plus cette situation-là. La Chine n'apparaît plus comme le principal pollueur. C'est dire l'importance de la contextualisation, et tous les dominants de tous les temps ont toujours développé des thèses sans les contextualiser, sans les mettre dans leur contexte. Et donc, première règle, la contextualisation, et si vous voulez employer un langage militant, la même règle, on la retrouve par exemple chez Marx, il appelle ça la première loi de la dialectique, c'est la règle de la connexion universelle. Tous les phénomènes sont liés. Donc c'est la même règle, mais comme on ne peut pas reconnaître que Marx est un scientifique, on l'a appelé contextualisation dans les sciences sociales. Et donc, cette règle basique, elle nous apprend quoi? Elle nous apprend que comprendre une question, ça suppose de la resituer dans ses rapports avec tous les facteurs qui vont déterminer la question. Le contexte économique d'abord, parce que toutes les questions sont en lien avec le contexte économique, avec des questions qui reviennent inévitablement. Lorsqu'on parle d'écologie, comme de toutes les autres questions, on a à se poser la question, quels sont les intérêts en jeu? On a à se poser une seconde question, qui a intérêt à quoi en matière environnementale? Et on a intérêt à se poser une troisième question, qui paye dans son existence la crise environnementale? Ces questions-là, si on ne se les pose pas, eh bien, on va avoir un discours écologique qui est déconnecté du réel. On va avoir un discours écologique qui va, par exemple, proposer de faire payer les plus pauvres, comme certaines mesures qui sont mises en avant pour lutter contre la crise de l'écosystème terrestre. On a donc une première réponse élémentaire à cette première règle, qui nous donne déjà une première orientation. La crise environnementale se situe du côté de ceux qui ont le pouvoir d'influer massivement sur les équilibres naturels. Et donc les classes sociales qui ont le pouvoir d'influer sur les équilibres naturels sont les premières responsables de la crise environnementale. Et lorsqu'on renvoie à tous les citoyens, eh bien, on indique qu'on a refusé de contextualiser. Les classes dominantes et leurs intérêts économiques les mènent à des choix précis. Et ces choix précis expliquent l'existence d'une crise environnementale. Une autre réponse évidente qui nous vient de cette première règle, c'est que ceux qui payent dans leur chair cette crise, ce sont d'abord les pays dominés du Sud, le tiers-monde, et ensuite les classes populaires du Nord. Nous ne sommes pas donc dans le même bateau lorsqu'on parle de crise environnementale, contrairement au discours consensuel qui nous est donné dans les médias, comme si, face à la crise environnementale, il n'y aurait plus de classe sociale. Les classes sociales n'ont pas le même rapport à la question de l'écologie. Ils n'ont pas les mêmes intérêts par rapport à l'écologie. Et donc, nous verrons plus loin qu'une écologie qui ne s'ancre pas dans les classes populaires est une écologie qui ne peut qu'être incomplète, qu'être insuffisante, qu'être inconstante et incohérente. Seconde règle méthodologique que vous avez, si vous êtes à l'université déjà appris ou que vous apprendrez en y allant, eh bien, c'est la règle du mouvement ou de la diachronie. Si vous êtes dans le langage des sciences sociales, vous allez parler de diachronie. Si vous utilisez le langage marxiste, c'est la loi du mouvement permanent. Dans les deux cas, c'est la même loi en réalité. C'est-à-dire que comprendre une situation, comprendre une question, que ce soit l'écologie ou une autre question, comprendre une question, c'est la situer dans le temps. À quel moment elle apparaît? Y a-t-il eu des aggravations ou des ralentissements? C'est quoi l'histoire de cette question? Si on n'inscrit pas une question dans le mouvement, eh bien, on ne comprend rien à ce qui est en train de se passer. Et donc, ça nous pose des questions très précises que nous avons à nous poser pour l'écologie comme pour toutes les autres questions. Depuis quand peut-on dater l'apparition d'une crise environnementale? Et vous faites attention en rentrant chez vous, désormais une écoute à la radio, vous verrez jamais les commentateurs, les fameux chroniqueurs qui nous parlent tant dans les médias, jamais ils vous dateront l'apparition
de la crise environnementale. Comme si elle avait toujours existé. Comme si c'était une malédiction de l'humanité. Et ça n'est pas pour rien. Hein. Cherchez à dater la crise environnementale, je donnerai quelques éléments après, ben vous verrez, elle date de l'apparition du capitalisme. Comme sur les autres questions, tenter d'inscrire le mouvement, de prendre en compte la datation, nous oblige à repérer la cause productrice. Elle nous renvoie à la dimension de la cause et non simplement aux dimensions de conséquences. Et donc, première question, peut-on dater l'apparition de la question? Seconde question, quelles sont les grandes évolutions constatées depuis son apparition? Et en particulier, là aussi, ces grandes évolutions n'intéressent pas nos chroniqueurs et nos commentateurs médiatiques, ni les grands partis qui se réclament de l'écologie. Pourquoi? Bien parce qu'elles mettraient en évidence quoi? Une aggravation brusque, rapide, affreuse, depuis les années 90. Années 90, ça vous dit rien? C'est les débuts de la mondialisation capitaliste, de ce que les médias appellent mondialisation. C'est-à-dire la destruction de toutes les entraves au commerce, à la circulation des marchandises, la destruction par le Fonds monétaire international de toutes les protections douanières des pays du tiers-monde, de toutes les protections du droit du travail, etc. Et on voit bien l'accélération de la crise environnementale à partir de ce moment-là. On peut donc là aussi, sur cette seconde règle, apporter déjà quelques petits éléments de première conclusion. La première réponse élémentaire sur la base de cette règle situe l'apparition du phénomène au même moment où se développe en grand le système capitaliste qui est apparu quelques siècles auparavant, mais le 19e siècle est le moment où ça se développe en grand. Et ça n'est pas un hasard de retrouver un monsieur qui est plus à la mode, qui s'appelle Karl Marx, comme étant le premier à avoir signalé l'existence d'une crise environnementale dans le capital. Marx est le premier à le souligner. Autrement dit, tous ceux qui découvrent l'écologie aujourd'hui ont 2 siècles de retard. Et il le découvre et il le met en avant à propos de quoi? C'est ce qu'il a appelé la crise de la fertilité du sol anglais. C'est dans l'analyse de la fertilité du sol où il constatait une baisse de la fertilité massive du sol, dans lequel il va relier l'industrialisation massive telle qu'elle a été produite par les capitalistes et la destruction de ce qu'il appelle le capital naturel. Seconde réponse, toujours sur la base de cette seconde loi, c'est le constat d'une aggravation rapide dans la décennie 90, c'est-à-dire le lien entre crise environnementale et mondialisation capitaliste. Voilà les 2 règles de base communes au discours officiel dominant dans les sciences sociales aujourd'hui. Maintenant, il faut les compléter, puisque je suis matérialiste, par 2 autres règles qui sont spécifiques aux apports d'un auteur comme Marx. La 3e règle donc, que propose Marx, c'est la règle de la contradiction, qui explique que toute question nouvelle est le résultat des contradictions de la période antérieure. Ce sont les contradictions d'une période qui donnent naissance à une nouvelle réalité. Et donc, ça nous oblige à nous poser un certain nombre de questions. De quelle contradiction sociale est née la crise climatique ou la crise environnementale? De quel fonctionnement social est-elle le résultat? Et là aussi, eh bien vous verrez, tout porte à aller vers la conclusion que c'est le capitalisme qui produit cela. Là aussi, 2 éléments de réponse sur cette 3e règle, 2 éléments de conclusion. C'est le lien entre la crise climatique et les intérêts collectifs et individuels d'une certaine classe qui, dès le XIXe siècle, va produire la surproduction et la course au profit. Et la seconde réponse, c'est au cœur du capitalisme, la loi de la concurrence qui va produire la crise environnementale. J'y reviendrai. 4e règle, qui n'existe pas, on ne vous apprendra pas dans les sciences sociales dominantes, mais que Marx propose, c'est la règle du passage du quantitatif au qualitatif. Les changements n'apparaissent jamais brusquement. On ne s'est pas réveillé un matin avec une crise environnementale. On ne peut pas dire le dimanche il n'y avait pas crise et le lundi il y avait crise.
Ça a été un processus inscrit dans le temps qui, à un certain niveau, donc un processus de dégradation des écosystèmes terrestres, qui, à un certain moment, devient qualitatif, c'est-à-dire nous fait passer à une nouvelle réalité. Et donc, on peut donc du coup comprendre le décalage entre le moment où apparaît, où commence la crise environnementale, et le moment où on en parle. Elle commence bien avant que l'on en parle. On en parle lorsqu'elle s'impose, parce que le changement qualitatif est devenu indéniable, une réalité qu'on ne peut plus nier. Et donc, les premiers écologistes qui mettent ça en avant ont l'impression de découvrir quelque chose. En réalité, ils ne font que prendre acte d'un processus qui est beaucoup plus ancien. Résumons-nous sur ce premier moment de l'analyse. C'est rien que l'application basique. Et très franchement, moi, c'est une méthode que j'utilise à chaque nouveau sujet d'actualité qui me questionne. Je m'assois, je prends un bout de papier, je prends ces 4 règles et je me force à me dire, mais ça m'évoque quoi? Et je peux vous assurer que ça nous donne des grilles de lecture. C'est le grand apport de Marx que nous avons aidé par cette méthode à aller rapidement vers le cœur de ce qui est masqué par l'idéologie. Et ces 4 règles nous aident à voir cela. Après, il faut approfondir, il faut aller regarder les chiffres, etc. Mais pour ne pas perdre de temps dans la déconstruction des idéologies, ces 4 règles nous aident à aller au cœur des systèmes. Ça prend un quart d'heure, mais c'est un quart d'heure qui vous permet après d'aller approfondir et d'aller creuser. Quelle première conclusion peut-on tirer? J'en tirerai 3. La première, c'est que la naissance de la crise environnementale, puis sa dégradation en crise climatique, sont indissociables du système économique global et mondial dans lequel elle s'insère, le capitalisme, règle de la contextualisation. On n'a pas eu de crise environnementale au Moyen-Âge. On n'a pas eu de crise environnementale dans l'Antiquité. On n'a pas eu de crise environnementale dans toutes les sociétés qu'a connues l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des phénomènes de catastrophes climatiques qui étaient liés à des cataclysmes, à des météorites, etc. Mais il n'y a pas eu de crise environnementale, c'est-à-dire de perturbation durable de l'écosystème terrestre. Et donc, on est obligé du coup de se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec le capitalisme qui va provoquer dans la durée cela? Une seconde conclusion, c'est que le maintien de conditions écologiques viables sur la planète suppose, c'est logique, la rupture avec le système capitaliste. Si le système qui a produit la crise environnementale est bien le capitalisme, eh bien le retour à des équilibres dans l'écosystème terrestre suppose la rupture avec le capitalisme. Troisième conclusion, toute proposition de concilier écologie et capitalisme, tout rêve, tout mythe d'un capitalisme qui serait écologique est voué à l'échec, et on a déjà une longue liste des techniques, des méthodes, des théories, des nouveaux mots qui ont prétendu concilier capitalisme et écologie. Je ne rappelle que quelques-uns. Hein. La croissance soutenable, vous vous en souvenez? Le développement durable, vous vous en souvenez? Le marché du carbone, les technologies vertes, les agrocarburants. Tout cela, en réalité, quand on regarde de près, c'est la tentative d'articuler capitalisme et écologie, d'affirmer la possibilité historique d'un système capitaliste qui prendrait en compte la donne écologique. Alors, sur la base de ces premières conclusions, qui sont pour l'instant qu'une introduction, on ne peut qu'approfondir. Et approfondir, c'est aussi prendre en compte ce que j'appellerais les ruses idéologiques de la classe dominante. Là aussi, il faut appliquer à l'écologie ce que l'on sait des travaux d'un certain nombre de scientifiques et d'un certain nombre de militants sur l'idéologie dominante. Il y a 4 ruses dans l'idéologie dominante. Mais pour bien saisir cela, il faut avoir en tête ce que signifie le terme idéologie. Et pourquoi c'est une dimension importante. Pour l'écologie, comme pour toutes les autres questions, la bataille se mène au niveau des luttes sociales, mais aussi au niveau des explications. Et c'est à ce niveau-là que l'idéologie va intervenir.
Un auteur comme Gramsci, le grand apport de Gramsci, c'est de nous avoir expliqué que les luttes sociales se gagnaient à la fois sur le terrain social et sur le terrain de l'idéologie. Autrement dit, les grèves sont incontournables, mais la compréhension de la société, elle est également incontournable. C'est ce qu'il appelle l'hégémonie culturelle des classes dominantes. Et Gramsci en conclut, nous avons à conquérir l'hégémonie culturelle pour les classes prolétaires. Autrement dit, la dimension idéologique n'est pas une question secondaire. Elle se situe dans la défaite ou dans la victoire, au même niveau et de manière complémentaire avec les luttes sociales. Si j'ai une idéologie claire, prolétarienne, ça va me pousser à entrer en lutte, et la lutte aide à démasquer l'idéologie dominante. Il y a un lien entre les deux, on ne peut en réalité pas les dissocier. Mais c'est parce qu'il y a cette importance de l'idéologie que les classes dominantes investissent beaucoup dans l'idéologie. Et elles investissent en particulier au travers de 4 ruses. La première ruse de ceux qui nous dominent, c'est la négation des systèmes. Il n'y aurait pas de système social, et d'ailleurs quand vous parlez de système, on vous dit que vous êtes complotiste. Essayez de comprendre comment un fonctionnement social produit une réalité, on vous dit, oh là là, vous êtes en train de parler de complot, etc. Pas du tout, pas besoin d'aller chercher du côté du complot, il y a juste à essayer de comprendre que ce qui nous arrive n'est pas le résultat du hasard, n'est pas le résultat des individus, mais le résultat d'un fonctionnement global d'une société. Et bien entendu, ce fonctionnement global, on l'abordera après pour voir en quoi il produit la crise environnementale. La négation de la systémie, la négation de la dimension systémique, c'est la négation en réalité de la première règle méthodologique qu'on abordait tout à l'heure, c'est la négation de la contextualisation. La crise environnementale, si on l'enlève du système, elle devient quoi? Elle devient une irrationalité du comportement humain. Vous appliquez cela au coronavirus et à ce qu'on entend aujourd'hui, vous entendez la même chose. Hein. Les citoyens ne sont pas, sont pas disciplinés, ils font n'importe quoi, etc. On n'interroge pas le système, c'est les individus qui produisent ce que nous sommes en train de vivre. Donc, irrationalité du comportement humain, au lieu d'expliquer la réalité par l'irrationalité du système, qui est lié au profit, c'est le système qui est irrationnel au regard des besoins humains. Mais là, on va renvoyer aux individus. Certains vont donc parler, par exemple, d'anthropocène. Vous avez entendu parler de ce mot? Alors, l'anthropocène, on aurait une scène, anthropo c'est humain, hein. Donc c'est l'humanité qui serait responsable de la crise environnementale. Si on est cohérent avec ce que je disais tout à l'heure, il faudrait parler de capitalocène et non pas d'anthropocène. C'est quoi cet être humain dans lequel tous les humains seraient responsables de la crise environnementale? Le patron au même niveau que l'ouvrier, la multinationale qui décide d'aller polluer ou d'aller détruire des écosystèmes entiers, et le consommateur qui a eu le malheur de mettre la mauvaise bouteille dans le mauvais sac de triage. C'est ça que ça signifie que de renvoyer à l'anthropocène. C'est d'oublier que l'humanité n'existe pas en elle-même. L'humanité est traversée par des classes sociales, et que les classes sociales n'ont pas le même pouvoir de décision en fonction du système social dominant. On retrouve, sur toutes les autres questions, la même démarche de négation de la systémie. Le trou de la Sécu ne sera pas expliqué par le fonctionnement du système social, mais va renvoyer à votre consommation abusive de médicaments. Ben oui, vous consommez trop de médicaments ou de soins. Le trou des caisses de retraite est renvoyé à l'allongement de la durée de vie, et non pas au fonctionnement systémique. Et donc, à chaque fois qu'on nie le système, on devient aveugle sur la réalité. Et c'est comme cela que des ouvriers peuvent avoir des positions réactionnaires. Parce que l'idéologie dominante les a amenés à ne pas regarder du côté du système, mais à regarder du côté de facteurs d'irrationalité, de facteurs individuels, d'autres facteurs. Là, pour le dire de manière un peu plus scientifique, la négation de la surdétermination systémique est la principale ruse idéologique de la classe dominante. Mais ça n'est pas la seule. La seconde, et en lien avec la première, c'est l'individualisation des explications. Quand vous niez le système, il reste quoi?
il reste l'individu. Et donc, c'est nous, c'est toujours les individus qui deviennent responsables, parce qu'on a nié le système. On ne porte pas de masque, c'est ça qui a provoqué le coronavirus. On est indiscipliné, on consomme trop de médicaments, et puis on trie mal, on trie pas assez, on prend trop sa voiture, etc. C'est toujours l'individu à qui va être envoyé l'explication d'un phénomène social. Un des avantages pour les classes dominantes de la négation de la systémie est donc de renvoyer l'explication d'un problème social au comportement individuel. En matière écologique, tout le monde l'aura compris, la négation du systémique conduit à des logiques de culpabilisation collective. Chacun est responsable de la crise climatique parce qu'il a oublié de mettre la bouteille d'eau dans la bonne poubelle. Les changements de comportement individuel, aussi importants soient-ils, ne seront pas capables d'inverser les tendances actuelles, en particulier parce que les principaux responsables de la destruction de l'environnement ne sont pas les individus, mais bien les grandes entreprises capitalistes, via leur mode de production, mais aussi via les contraintes de consommation qu'ils imposent au reste de la société. Je voudrais juste donner un chiffre pour illustrer l'aspect ridicule de la thèse de l'Anthropocène. Les humains seraient responsables de la crise environnementale, ou de l'explication individualiste. 90 entreprises sont responsables à elles seules de plus de 63% des émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis 1850. J'ai pris que les 90 entreprises les plus importantes. Ce qui reste de la part du côté de l'irrationalité de l'individu, c'est une part marginale. La crise environnementale ne provient pas des comportements individuels. Et en plus, ces comportements individuels sont déterminés systémiquement par l'appel à la consommation, l'organisation de l'obsolescence programmée qui pousse à consommer encore plus, etc. Donc on est bien sur une responsabilité qui est évidente. Et toutes les ruses de l'idéologie sont pour masquer cette responsabilité flagrante du système de production. Troisième ruse de l'idéologie dominante, l'inversion des causes et des conséquences. Là aussi, à chaque fois que vous entendez une émission télévisée sur un sujet quel qu'il soit, le chômage, la crise, etc., notez dans l'intervention, prenez un petit bout de papier et un stylo et notez. Le chroniqueur, là, il a posé quoi comme cause et quoi comme conséquence. Et essayez d'inverser. Essayez de prendre la conséquence, présentez-la comme la cause, et la cause comme la conséquence. Par exemple, on vous dira, on a un problème avec l'immigration quand même, hein, c'est des communautaristes. Donc la cause, ce serait le communautarisme. On peut aussi considérer le communautarisme, et tous les travaux, même à ça aujourd'hui, tous les travaux sérieux, comme une conséquence de la politique de logement, des inégalités économiques qui poussent certains, qui contraignent certains à habiter dans certains espaces. L'inversion des causes et des conséquences est une des ruses du système dominant. Cette cause-là, enfin cette ruse-là, apparaît généralement lorsque la réalité d'une question devient indéniable, lorsqu'elle s'impose. On ne peut plus nier aujourd'hui que les inégalités, enfin que quand on a une couleur noire ou arabe, on a des chances d'habiter dans certains secteurs d'habitat. Plus personne ne peut le nier. Pendant longtemps, on l'a nié. Aujourd'hui, on ne peut plus le nier. C'est tellement massif qu'on ne peut plus le nier. Alors, du coup, on va venir expliquer ça par l'inversion des causes et des conséquences. Puisqu'on ne peut plus le nier, on l'explique autrement. Cette ruse permet de désarmer les révoltes. Elle présente les conséquences d'une situation comme étant des causes, afin, bien entendu, de masquer les véritables causes. Lorsqu'on nous dit que les comportements individuels, qui sont une conséquence du système social, sont la cause, ça nous empêche de voir la véritable cause, qui est le fonctionnement du système social, c'est-à-dire le profit. Et on pourra retrouver ça dans toutes les questions sociales. En matière écologique, la crise de l'écosystème terrestre, avant d'être une cause,
est une conséquence d'un système précis. La croissance capitaliste est la cause de la crise écologique dont le chômage massif et permanent est un autre aspect. Dernière ruse de l'idéologie dominante, dissocier l'indissociable. On va dissocier des éléments de la réalité qui sont indissociables. On va par exemple dissocier l'homme et la nature. Le propre du discours sur la crise environnementale est une dissociation de l'homme et de la nature. On nous dit l'homme détruit la nature, comme si l'homme n'était pas un élément de la nature. On met en avant une coupure arbitraire entre l'homme et la nature, c'est ce qu'on appelle en philosophie le dualisme. Vous prenez une réalité, vous la coupez en deux. Vous avez très fréquemment ce type d'explication. La classe dominante y tient tellement, parce qu'elle vous empêche de voir les véritables situations, que ça s'est traduit en adage, en dicton, et que, y compris entre nous, on peut le dire en pensant que c'est des sagesses populaires. Par exemple, il y aurait le cœur et la raison. N'importe quoi, hein. On a tellement l'habitude de le dire qu'on ne questionne plus. Il y aurait l'âme et le corps. Là aussi, on est tellement habitué qu'on ne le questionne plus. Et il y aurait la nature et l'homme. L'homme est arbitrairement expulsé de la nature, alors qu'il en est une composante, et on va le mettre en opposition avec cette nature. Et y compris, ça peut conduire à des analyses fascistes. Il y a tout un courant du fascisme qui est écologique, qui se prétend écologique, et qui va donc vouloir imposer à l'homme, par la contrainte, le respect d'une nature qui est absolutisée, d'une nature qui est considérée comme étant une réalité extérieure à l'être humain. C'est ce qui va permettre des comportements de colonialisme écologique. Aujourd'hui, on a des courants écologiques qui prétendent qu'il faut imposer par la contrainte à certains pays du tiers-monde le respect de la nature, y compris par des embargos, par des contraintes, etc. Cette mise en opposition arbitraire de l'homme et de la nature, elle n'est pas neutre. Elle a un sens. Si c'est une ruse sociale, c'est tout simplement parce qu'elle permet de dater la crise environnementale, non pas du capitalisme, mais de l'apparition de l'humanité. Notre drame, ce serait l'apparition de l'humanité. Bien entendu, pour ce faire, on est obligé de nier toute une partie des acquis des sciences historiques. Et en particulier, le fait que pendant des millénaires, les sociétés humaines se sont harmonisées avec l'écosystème terrestre. Il suffit pour ceux qui connaissent un peu les cultures paysannes d'écouter un paysan, je parle des paysans, hein, pas des industriels de l'agriculture, d'écouter un paysan pour voir en quoi il est complètement articulé avec la notion d'écosystème terrestre. Moi, je suis toujours surpris quand je vais en Algérie et que je discute avec le paysan moyen, y compris analphabète, etc., comment il est en mesure de s'insérer dans un cadre d'écosystème terrestre. Et quand je dis ça, c'est pas pour idéaliser les sociétés pré-capitalistes, qui avaient d'autres oppressions, mais sur la question du rapport à la nature, nous étions dans un homme entièrement mis en cohérence avec les écosystèmes terrestres. Ce n'est donc pas l'homme qui est responsable de la crise de l'écosystème, mais certains hommes, d'une certaine époque, celle de l'apparition du capitalisme. Si on veut démasquer ces ruses du social, on est donc obligé de se poser une question très concrète. Qu'y a-t-il de si spécifique au capitalisme pour qu'il ait pu enclencher ce processus de crise environnementale? Je voudrais souligner, pour répondre à cette question, quelques caractéristiques du capitalisme et voir les conséquences écologiques de ces caractéristiques. Première caractéristique propre au capitalisme, qui le distingue de tous les modes de production antérieurs, qui le distingue de toutes les sociétés qu'on a connues antérieurement, et encore une fois, il ne s'agit pas d'idéaliser ces sociétés, puisqu'elles avaient d'autres oppressions liées à d'autres questions, c'est la question de la fin et des moyens d'une société.
une des manières en sociologie de définir une société, c'est de la considérer comme l'articulation d'une finalité et de moyens pour atteindre cette finalité. C'est ce qu'on appelle l'articulation entre la fin légitime et les moyens légitimes. Si on veut définir le capitalisme, quelle est la fin légitime du capitalisme? On lui propose quoi? Le profit? Ouais, le profit, ou la consommation, peu importe, ça dépend à qui on s'adresse. Et donc, quelle est la fin légitime, c'est effectivement la consommation. Donc on nous dit vous serez heureux en consommant, et le moyen légitime, c'est le travail. C'est ce qu'on nous dit, travailler pour pouvoir consommer. En réalité, si on compare le capitalisme à toutes les sociétés antérieures, et comme je suis un grand optimiste, aux sociétés futures, parce qu'on va finir par la battre, ce capitalisme, la spécificité du capitalisme, c'est de proposer comme fin la dimension économique. Et tout le reste de l'existence, c'est des moyens au service de cette fin. La famille, l'éthique, tout le reste, la morale, tout doit être déterminé à la finalité économique. L'économie devient le centre des choix. Et ça n'est que l'économie qui est le centre de choix. Dans toutes les sociétés antérieures, l'économie était au service d'une autre fin. Une fin religieuse, une fin de défense du groupe familial, de défense de la tribu, de l'honneur collectif, peu importe. Et donc c'est pour cela que l'avenir ne ressemblera pas aux sociétés pré-capitalistes, mais l'économie était limitée, réfrénée par rapport à un autre critère. Avec le capitalisme, tout est inversé. Le capitalisme est le premier système de production qui va considérer tout le reste de l'existence comme devant être au service de l'économie. Et donc l'économie n'est plus un moyen, mais devient une finalité. Bien entendu, une classe sociale précise avait intérêt à cela, c'était la classe dominante qui émergeait, c'est la classe des propriétaires des moyens de production. Avec le capitalisme, l'économie devient la sphère déterminante de l'activité sociale. C'est elle qui va déterminer les choix et les orientations comme la seule règle possible. La seule règle, c'est l'absence de règles dans la limitation de l'économie. Ce qui veut dire que la rupture avec le capitalisme signifiera la mise en avant d'autres critères de choix que simplement la rentabilité. Ça existait dans les expériences socialistes qui ont pu exister dans le passé. On pouvait décider un investissement dans un secteur non rentable, mais qui correspondait à des besoins sociaux. Avec le capitalisme, cela n'est pas possible. Avec le capitalisme, une société humaine s'insère dans la nature par la médiation de la marchandise. En fait, pour le capitalisme, il n'y a que le développement de la marchandise qui est importante. Et dans l'explication que je vous donnais tout à l'heure de la première crise environnementale qui est analysée par Marx, Marx nous dit la chose suivante. En exigeant des taux de rendement en discordance avec les potentialités intrinsèques des terres cultivées. C'est-à-dire pour maximiser le profit, on a demandé à la terre plus que ce qu'elle pouvait donner. Le système de production devient une réalité déconnectée de son ancrage naturel. Autrement dit, le capitalisme par course pour le profit, à maximum du profit, demande à la nature plus que ce qu'elle ne peut donner à un moment donné. Je dis bien à un moment donné parce qu'avec les progrès scientifiques, la nature peut donner plus à d'autres moments. Mais le capitalisme ne connaît pas cette rationalité qui est de prendre en compte ce qu'un écosystème peut donner à un moment donné, tout simplement parce qu'il est dans la course au profit. Et Marx rajoute, ce n'est pas l'unité des hommes vivants et actifs avec les conditions naturelles, inorganiques de leur échange de substance avec la nature, ni par conséquent leur appropriation de la nature, qui demande à être expliquée, ou qui est le résultat d'un procès historique, et c'est tout ça qui est important, mais la séparation entre ces conditions inorganiques de l'existence humaine, donc les facteurs de l'écosystème terrestre, et cette existence active, séparation qui n'a été posée comme séparation totale pour la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'avec le capital. C'est donc bien le capital qui enclenche, par la mise en avant du profit et de la recherche du profit comme seul critère, qui enclenche la crise environnementale. C'est-à-dire qui pousse pour maximiser le profit à demander plus que ce qu'un écosystème peut donner à un moment donné. Bien sûr, il peut exister des capitalistes individuels qui soient sensibles à l'écologie.
parce qu'ils ont vu une catastrophe, parce que dans leur trajectoire, ils ont pu être les spectateurs des dégâts de l'environnement, etc. Donc bien sûr que ça existe. Mais ces capitalistes, s'ils veulent survivre, doivent faire comme leurs confrères. S'ils introduisent dans leurs dépenses la préoccupation écologique, ils auront moins de profit et donc disparaîtront au profit d'autres capitalistes. Marx souligne d'ailleurs, donne un exemple qui est extrêmement, que je garde toujours en tête à chaque fois que je suis devant quelqu'un qui est contradictoire. Marx nous dit, vous savez, il y a des capitalistes chrétiens qui pleurent en licenciant. Mais ils licencient quand même. Donc vous pouvez avoir un capitaliste, sincèrement, préoccupé par l'écologie. Mais ça ne l'empêchera pas, pour survivre à la concurrence, pour se maintenir par rapport à la concurrence, de contribuer à la reproduction du système. Dans un tel système de capitalisme, la préservation de l'écosystème terrestre ne peut être prise en compte qu'à la seule condition qu'elle ne contraint pas la dynamique économique, qu'elle ne diminue pas les profits. C'est cela le capitalisme vert. C'est introduire des doses d'écologie qui ne remettent pas en cause le fonctionnement global du système. Et dès que le fonctionnement social global du système est mis en danger, on arrête l'introduction d'éléments écologiques. Donc, on a une première spécificité du capitalisme qui est de transformer la sphère économique comme finalité, alors qu'en réalité, elle devrait être un moyen. L'économie, pour tous les progressistes de la planète, devrait être un moyen au service du bonheur humain et non pas une fin en soi. Or, le capitalisme pose l'économie comme fin en soi. Seconde caractéristique du capitalisme qui a des conséquences sur la dynamique environnementale. La loi de la concurrence et sa conséquence inévitable, l'anarchie de la production. Il n'y a pas de capitalisme qui puisse échapper à une production anarchique. Tout simplement parce que la maximisation du profit est basée sur l'idée que les capitaux doivent entrer en concurrence. Le moteur du capitalisme est le profit. Le choix des possesseurs de capital va donc s'orienter vers les secteurs porteurs de profit maximal. Si c'est la production de chaussettes qui est la plus rentable, les capitaux vont s'orienter vers la production de chaussettes. Ils vont tellement tous s'orienter, enfin la majorité, s'orienter vers cette production de chaussettes, qu'on va produire trop de chaussettes. Et on aura une crise. Ça s'appelle la crise de surproduction. C'est comme ça que fonctionne le capitalisme. Et c'est ça la source des crises. Et c'est pour ça que les capitaux se déplacent. La bourse, c'est quoi? C'est le déplacement des capitaux. On me dit que le blé, c'est plus rentable. Je vends mes actions de chaussettes et j'achète du blé. Et on va produire plus de blé. Jusqu'à produire trop de blé par rapport à ceux qui peuvent l'acheter. Non pas qu'on ait trop de blé, hein, mais ceux qui peuvent acheter du blé ne sont pas assez pour acheter tout le blé qui est produit. Et donc, inévitablement, le capitalisme produit de la surproduction. Autrement dit, l'anarchie de la production est inévitable sous le capitalisme. Or, qu'est-ce qui produit aujourd'hui le développement de la crise d'écosystème terrestre? C'est justement des productions inutiles, des doublons dans les productions, qu'on est obligé de détruire après. Parce que l'anarchie de la production, c'est également des doublons inutiles. Plusieurs entreprises en concurrence vont produire les mêmes produits. Je pourrais prendre là aussi qu'un exemple, je ne vais pas vous assommer de chiffres, parce que généralement on les oublie, et donc c'est le raisonnement qui compte. Donc juste un exemple qui est parlant. On a deux sociétés, deux multinationales privées, Iridium et Globalstar, qui ont envoyé chacune des dizaines de satellites, qui permettent, des dizaines de satellites, pour assurer deux couvertures du globe en satellites concurrentes. C'est des milliards et des milliards de dollars de dépensés. L'humanité aurait besoin d'un seul de ces systèmes. On est bien dans l'anarchie. On a produit. C'est comme si vous aviez deux voitures, en réalité, alors qu'il n'y en a qu'une qui suffit. Mais je prends cet exemple-là, vous pouvez l'appliquer à tout. Hein. A-t-on vraiment besoin d'autant d'opérateurs de téléphonie mobile qui vont tous investir dans des infrastructures? France Télécom, Bouygues, SFR, etc., etc. On voit bien que la loi de la concurrence pousse à multiplier
des productions, des investissements et donc de la consommation d'énergie qui ne sont pas nécessaires pour la couverture des besoins humains. Ce n'est pas le besoin qui est déterminant sur le capitalisme, mais le fait de damer le pion aux concurrents. Ce n'est pas l'existence d'un besoin, puisque là, une couverture satellite suffirait. C'est damer le pion au concurrent qui a déjà investi là-dedans. C'est la même loi de la concurrence qui va conduire à ce qu'on appelait l'obsolescence programmée. Et quand je parle d'obsolescence programmée, c'est pas seulement, ça, les écologistes le dénoncent volontiers, c'est pas seulement le fait qu'ils mettent dans nos portables que dans 3 ans ça soit supprimé. C'est produire des objets incompatibles entre eux. Des câbles électroniques incompatibles entre eux. Pour les brosses à dents électriques, l'aspect brosse qui soit pas universel, etc. Tout cela, c'est la loi de la concurrence qui pousse à cela, pour rendre prisonnier le consommateur de l'endroit où il a acheté son produit. Mais tout cela est une multiplication des dépenses d'énergie, une multiplication de la crise de l'écosystème. Résultat, nous n'avons que 20% des appareils qui sont réparés, qui sont réparables et réparés. On pourrait imaginer une gestion qui soit socialisée de la réparation, mais cela supposerait une rupture avec le capitalisme. Autrement dit, aucune rationalité n'est possible sous le capitalisme, aucune production cohérente n'est possible sous le capitalisme. Vous aurez repéré que jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de réduire la consommation des gens, de décroissance, etc., parce qu'il n'y a pas besoin de cela. Si déjà nous avions une production qui ne soit pas anarchique, eh bien la question de la décroissance ne se poserait pas, comme elle est mise en avant par certains. Je voudrais citer Rosa Luxembourg, une grande théoricienne marxiste, qui nous explique justement cette impossibilité pour le capitalisme d'avoir une production rationnelle. Là où la bourgeoisie est chez elle, dit-elle, la seule loi qui préside au rapport économique est celle de la libre concurrence, ce que je disais juste avant. De ce fait, tout plan, toute organisation ont disparu de l'économie. Dans l'ensemble qui ouvre les océans et les continents, ni plan ni conscience, ni réglementation ne s'affirment. Des forces aveugles, inconnues, indomptées, jouent avec le destin économique des hommes. Certes, aujourd'hui aussi, un maître tout-puissant gouverne l'humanité qui travaille, c'est le capital. Mais sa forme de gouvernement n'est pas le despotisme, c'est l'anarchie. Elle parle de l'anarchie de la production, bien sûr. Autrement dit, sous le capitalisme, aucune planification n'est possible. Or, résoudre la crise de l'écosystème terrestre suppose des investissements d'ampleur qui nécessitent une planification. Et donc on est bien là dans l'impossibilité pour le capitalisme de répondre à des questions collectives durables, de répondre à des questions qui renvoient au destin de toute l'humanité. Le capitalisme, parce qu'il est basé sur le profit individuel, ne peut pas prendre en compte les problèmes de dimension collective. Troisième caractéristique du capitalisme, ce que l'on appelle en économie marxiste la chaîne mondiale des valeurs, qu'on pourrait traduire par l'internationalisation de la production pour maximiser le profit, les fameuses délocalisations. Pour bien saisir cette troisième caractéristique, il ne faut pas simplement parler du capitalisme, mais du capitalisme de notre époque, qui est le capitalisme de l'époque de la mondialisation. La dite mondialisation est le dernier âge du capitalisme, et elle se caractérise par la destruction, je dis bien la destruction, parce que ça a été imposé, par exemple pour les pays du tiers-monde, les plans d'ajustement structurel du Fonds monétaire international ont obligé chacun des pays du tiers-monde à enlever toutes les protections de la guerre qu'ils avaient. Ça a plongé ces pays dans la misère, mais ça a permis au capital de circuler comme il voulait. Il n'y avait plus de loi qui contraignait ces déplacements. Tous les pays du Sud qui ont signé des plans d'ajustement structurel avec le FMI sont aujourd'hui à la merci de cette mobilité absolue du capital. Elle va permettre quoi, cette ouverture de tous les marchés des pays du tiers-monde? Eh bien, ça va permettre
cette mobilité absolue du capital qui va aller où? Ben, qui va aller vers les pays où le coût de la main-d'œuvre est la moins chère. Et pourquoi parle-t-on de chaîne mondiale des valeurs? Tout simplement parce qu'on se retrouve aujourd'hui dans des situations dans lesquelles un même produit va être composé d'éléments qui viennent de 4, 5, 6, 10 pays, avec tous les développements des transports que cela suppose. C'est ce qu'on appelle donc les chaînes mondiales de valeur, qui vont rendre possible la vente de pommes de terre à Lille, qui viennent du Pérou, alors qu'on peut produire des pommes de terre ici. Et c'est les mêmes qui vont nous parler de rendre compatible le capitalisme et l'écologie. On cite souvent des exemples de marchandises qui font plusieurs fois le tour de la Terre au cours de leur production. Par exemple, on a des jeans qui peuvent parcourir 65 000 km avant d'être vendus. La logique du profit capitaliste va donc nous conduire à ce que le jean soit fait avec du coton filé en Turquie, teint en Bulgarie, tissé à Taïwan, assemblé avec des boutons et rivé en Tunisie. C'est ça la logique de la mondialisation capitaliste. Ça n'est pas une mise en cohérence de ce que chacun des pays peut apporter aux besoins de sa population et de la population du monde. Cette mise en concurrence pousse à multiplier ces coûts inutiles en matière de transport. Un économiste de la Deutsche Bank, que souvent les banquiers disent des vérités sur le capitalisme, il faut absolument, si vous avez l'occasion, pas tout le temps, mais si vous avez l'occasion, allez, lisez les Échos, voilà, souvent des interviews de banquiers, souvent ils sont très francs en fait. Et voilà ce qu'il nous dit. Le modèle actuel, nous le savons, est arrivé au bout de ce que nous pouvons imposer à la planète. Donc il est très conscient ce banquier. Mais il rajoute, mais mes clients n'investissent qu'avec des promesses de profit et cela ne va pas changer. Autrement dit, on lui posait la question, mais pourquoi vous aidez à aller investir à l'autre bout de la planète, etc. Et il répond, mais moi je suis d'accord avec vous, mais mes clients, leur première préoccupation, c'est ça rapporte combien? Et donc, on voit bien que cette chaîne mondiale des valeurs, qui est catastrophique au niveau des écosystèmes terrestres, eh bien, est indissociable du capitalisme et ne pourra disparaître qu'avec la fin du capitalisme. Dans un tel système, aucune nécessité non rentable à court terme ne peut être prise en compte. Tout ce qui n'est pas rentable à court terme est mis de côté. La préservation de l'écosystème terrestre suppose, à l'inverse, un système qui prend en compte les nécessités non rentables économiquement, d'une part, et non rentables sur le plan des besoins humains, par ailleurs. Quatrième caractéristique du capitalisme, le capitalisme est un système qui ne fonctionne qu'en s'étendant. Le capitalisme ne peut pas s'auto-limiter pour des raisons politiques, pour des raisons compte tenu des effets, etc. Le capitalisme ne peut pas s'auto-limiter. Aimé Césaire est le premier à avoir défini par cette belle phrase le capitalisme. Le capitalisme est un système qui ne fonctionne qu'en s'étendant. Et cela, il le relie à la loi de la concurrence, qui contraint à élargir sans cesse la sphère de la marchandise. C'est-à-dire à transformer des biens gratuits en marchandises. Or, transformer des biens gratuits en marchandises, c'est les transformer en utilisant de l'énergie, en utilisant du transport, en utilisant une série de dimensions qui participent à la crise de l'écosystème terrestre. La forme que ça prend aujourd'hui, c'est des formes qui deviennent des éléments de décadence. C'est un terme que j'ai mis beaucoup de temps à utiliser parce que l'extrême droite utilise aussi ce terme dans sa thématique, mais ce n'est pas dans le même sens du tout. Nous sommes aujourd'hui dans une société de décadence, au sens où on vient toucher à des aspects de la vie humaine qui étaient des aspects qui jusqu'à présent étaient préservés par le fait qu'on ne les considérait pas comme des marchandises. On va donc avoir aujourd'hui toute une offensive sur le brevetage du vivant et des semences. Donc on a des multinationales qui achètent aux paysans ruinés des droits sur les semences pour en faire des propriétés privées
Et tous ceux qui voudront ces semences-là, qui étaient des semences gratuites jusqu'à présent, eh bien, devront désormais payer. Elles sont la propriété de groupes multinationaux. La même logique s'applique à l'être humain. Là, je parle. Les mères porteuses, c'est quoi? Tout le débat sur les mères porteuses, c'est transformer le corps humain en marchandise. Et on va avoir donc des femmes qui vont être considérées comme des marchandises productrices d'enfants pour d'autres. Et donc on a bien là cette logique de la marchandisation d'un capitalisme qui ne peut fonctionner qu'en s'étendant. C'est en ce sens-là que le capitalisme est devenu un système sénile. Autrement dit, il ne pourra pas rajeunir. Le capitalisme ne peut pas retrouver un nouveau dynamisme. Où il nous pousse vers la décadence, c'est-à-dire qu'on risque de voir revenir des choses qu'on pensait inimaginables, le travail des enfants, etc., etc., qu'on va nous enrober de nouvelles idéologies pour les justifier, ou on le détruit. Ça sera l'un ou l'autre. Une telle logique ne connaît aucune limite. Ni des limites éthiques, on le voit bien avec le débat sur les mères porteuses, mais on l'avait eu avant sur la prostitution, ni des limites environnementales. L'absence de limite n'est pas une question de morale ici, c'est une question systémique. Ça n'est pas parce que les capitalistes sont immoraux, c'est parce qu'ils recherchent le profit. C'est le fonctionnement du système qui produit l'absence de limite. Rappelez-vous, si vous l'oubliez, gardez cette image en tête toujours de ce capitaliste dont nous parle Marx qui licencie en pleurant. Parce que ça lui fait mal de licencier, mais il licencie quand même. Et donc ce n'est pas une question de morale. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait une crise environnementale. Ils le savent. Mais leur intérêt immédiat et la concurrence les poussent à continuer dans le même chemin. La préservation de l'écosystème terrestre suppose non pas d'élargir la sphère de la marchandise, mais de faire exactement l'inverse. De réduire la sphère de la marchandise. C'est-à-dire de rendre gratuits des biens qui, jusqu'à présent, étaient des marchandises. Et ceux qui n'arrivent pas à s'imaginer ce que ça veut dire, rendre les transports en commun gratuits, c'est faire passer un bien, un service, du domaine de la marchandise au domaine de la gratuité. En attendant que nous ayons la force de supprimer la marchandise, c'est-à-dire d'avoir une société du gratuit, eh bien progressivement, les rapports de force peuvent imposer le passage d'éléments de la marchandise à la sphère de la gratuité. Sachant que le bout du chemin, c'est bien entendu une société où il n'y a plus de marchandises. Je ne sais plus combien, 5e ou 6e ou 7e, je ne sais plus. Je me suis encore perdu dans mes... 5e. La dictature du court terme, c'est une spécificité du capitalisme. Dans les sociétés précapitalistes, comme elles étaient souvent à fondement religieux, le terme c'était l'éternité. C'était pour mériter le paradis. Donc c'était le très long terme. C'est ce qui expliquait qu'on pouvait réfréner la sphère économique. Dans une société socialiste, le terme c'est la reproduction de l'humanité, les besoins de l'humanité, et y compris des nouvelles générations. Donc on prend en compte dans les choix les conséquences sur les nouvelles générations. Donc c'est le très long terme. Sur le capitalisme, c'est le très court terme. Dans les écoles de management, ils apprennent à gérer à 3 mois. Ils ont des tableaux de suivi de l'activité à 3 mois. Autrement dit, on va juger le choix à 3 mois, au profit à 3 mois. Au même moment où la crise environnementale nous pousserait à regarder sur 100 ans, sur les effets sur les nouvelles générations, on a au contraire du côté de la gestion du capitalisme, il y a un rétrécissement encore plus fort des critères de profit. La bourse, regardez, qu'est-ce qu'on appelle CAC 40 ? Hein, vous allumez votre télé, on vous dit le CAC 40. Ben regardez, au jour le jour, il regarde, ça bouge comment ? Et les capitaux bougent d'un jour à l'autre. On est sur du très court terme. Peut-on lutter contre le déséquilibre de l'écosystème terrestre avec un système qui fonctionne dans les très courts termes? Bien entendu, non, vous avez la réponse rien qu'en posant la question. La temporalité du capitalisme est contradictoire avec la temporalité de l'écosystème terrestre. La logique du besoin et de la nécessité est sur le long terme, alors que la logique du profit est sur le court terme. Toute société qui est basée sur le profit est contradictoire avec la préoccupation écologique, ne peut qu'aggraver la crise environnementale. C'est ce qui va expliquer d'ailleurs
les arguties des partisans du capitalisme vert. Que nous disent-ils? Ils ont bien compris que la préoccupation environnementale, c'est aussi le fait que beaucoup de gens sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce système. Ils sentent que les multinationales, quand même, elles sont plus responsables que moi qui ai mal trié, etc. Les gens, voilà, soit ils l'ont compris, ils le disent, soit ils le sentent. Et donc, le capitalisme vert va venir introduire le long terme. Mais il introduit le long terme dans quoi? Il introduit le long terme pour imposer l'idée d'un catastrophisme. Ça y est, on va mourir. Et donc on nous dit, à 50 ans, si on ne change pas, voilà ce qui va arriver. À 100 ans, voilà ce qui va arriver si on ne change pas. Donc ils ont bien compris la préoccupation de long terme, donc ils l'introduisent. Ça, c'est au niveau du diagnostic. Donc ils prennent le long terme au niveau du diagnostic. Mais que propose-t-il en termes de solutions? Le court terme. Ils reviennent au court terme en termes de solutions. Le court terme, c'est les bons gestes. Les seules propositions, c'est les bons gestes. Faites des bons gestes et vous allez être sauvés. La caricature de cela, c'est le charlatan Pierre Rabhi, j'espère qu'il n'y a pas de gens qui aiment ce gourou, qui nous dit, pour parvenir au changement, il faut que chacun fasse sa part. C'est beau, hein? On voit bien là qu'il y a la négation complète de la dimension systémique, on renvoie véritablement aux individus, il n'y a plus de système social, il n'y a plus de grandes multinationales qui prennent des décisions qui polluent des dizaines de milliers d'hectares, etc. Il y a chacun doit faire sa part. On est sur la responsabilisation individuelle de la situation. C'est la même logique qu'on entend dans les discours sur la décroissance ou sur la sobriété heureuse. On va se baser sur le long terme pour le diagnostic, mais on va nous proposer des solutions de court terme. C'est quoi les solutions de court terme? Donc on nous dit, si vous continuez à manger de la viande, voilà ce qui va arriver. Non. Moi je ne suis pas un partisan de manger de la viande tout le temps. Donc, ça c'est... Mais, quoique j'aime bien la viande. Mais la question qui nous est posée, c'est pas ça. La question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qui produit aujourd'hui, si on parle d'écologie, qu'est-ce qui produit aujourd'hui cet épuisement de la nature, cette destruction de la nature. Et là, ce n'est pas le steak que j'ai mangé à la maison qui va expliquer cela, c'est les industries de l'agroalimentaire et toutes les autres industries. Et donc, en réalité, quand on regarde de près, c'est quoi le discours de la sobriété heureuse? Ça apparaît quand? Ça apparaît au moment où une partie importante de notre société n'arrive même plus à se nourrir. Autrement dit, c'est le discours de l'austérité relookée. Voilà ce que c'est que la décroissance. C'est un discours de l'austérité relookée. C'est renvoyer aux pauvres, vous n'êtes pas si malheureux que ça, il n'y a pas besoin de consommer autant. Et donc on voit bien en quoi les discours sur l'écologie s'articulent aux discours sur la pauvreté, sur l'économie, etc. Et c'est pour cela qu'il faut avoir une approche globale en termes de système. Le capitalisme est incapable de prendre en compte le long terme et à plus forte raison les conséquences sur les futures générations de nos choix d'aujourd'hui. La préservation de l'écosystème terrestre suppose au contraire un système social capable de projeter dans la durée, d'appuyer ses choix sur les conséquences dans la durée. Dernier effet, je ne les compte plus parce que je me suis perdu. La monopolisation et les effets écologiques sur les pays dominés. Ce qui nous est dit aujourd'hui dans le discours écologique général, c'est que nous serions tous dans le même bateau. Il faut regarder la réalité en face. Bien entendu que nous souffrons tous de la crise environnementale, mais pas au même niveau. Les pays du sud de la planète payent de manière beaucoup plus profonde la question de la crise environnementale. C'est pour cela que l'écologie doit devenir un des éléments de combat des révolutionnaires, des progressistes, des syndicalistes, etc. Parce qu'il y en a qui le payent très cher. Et c'est valable ici aussi au niveau des classes sociales. C'est les plus pauvres qui payent le plus la crise environnementale. Loin de toucher de façon égale l'ensemble de l'humanité, les pires effets de la destruction écologique sont essuyés aujourd'hui par les populations les plus démunies. À la fois au niveau international et à la fois ici, à l'intérieur d'un pays. Le développement inégal du capitalisme
fait porter aux pays les plus dominés le poids du pourrissement du capitalisme. C'est ça que ça signifie concrètement. Et la destruction écologique n'en est qu'une manifestation. La nature du commerce contemporain repose sur le pillage et la prédation des matières premières des pays impérialistes et par leurs grands groupes. Et cela va avoir comme conséquence de détruire les espaces de vie des populations. Quand une multinationale investit au Congo pour la production du coltan, elle impose à un Congo qui ne peut pas faire autrement, du fait des contraintes économiques, du fait de la dette, etc., elle impose des conditions d'exploitation qui sont destructrices de la vie humaine. Il faut regarder les progressions de certaines maladies dans les pays du Sud. L'explosion de cancer dans des pays qui n'en connaissaient pas ou qui en connaissaient peu. Et c'est-à-dire que ce que nous vivons, nous, comme conséquence de la crise environnementale, ça n'est rien au regard de ce qui se paye ailleurs. De même que quelqu'un qui appartient aux couches moyennes françaises ne perçoit pas les effets de la crise environnementale, ne paye pas de la même manière que quelqu'un qui appartient au prolétariat, au sous-prolétariat ou à l'immigration. On vient d'en avoir un bel exemple de cette inégalité devant les épreuves. Quand on nous dit on est tous dans le même bateau, c'est un mensonge. C'est vraiment une phrase qu'il faut mettre à la poubelle. Nous ne sommes pas tous dans le même bateau. Il faut nous habituer à répondre à cela. On vient d'avoir un très bel exemple avec les morts du coronavirus. Je ne sais pas si vous avez regardé les études de l'INED et l'autre étude de l'INSERM qui sont très parlantes. Bon, ce sont les prolétaires qui sont le plus morts. Je parle de la situation française. Et dans les prolétaires, ce sont ceux qui sont dans certains secteurs, c'est-à-dire les Noirs et les Arabes, ceux qui sont les secteurs les plus exploités, qui sont morts en premier. Donc on a les chiffres parlent d'eux-mêmes, et c'est valable pour la dimension écologique également. Il suffit de regarder les effets de l'ouragan Katrina pour s'apercevoir qu'on ne paye pas tous de la même manière un événement de catastrophe écologique. La logique du capitalisme mondialisé, dans son étape néolibérale actuelle, conduit à une destruction de l'environnement dont les premières victimes sont les peuples du tiers-monde et ensuite les pauvres des métropoles impérialistes. La préservation de l'écosystème terrestre suppose donc une dimension anti-impérialiste. On ne peut pas prétendre agir pour préserver l'écosystème terrestre si on n'a pas une dimension anti-impérialiste. Or, cette dimension est absente de la plupart, de 90% des discours écologiques aujourd'hui. Alors, si on prend en compte toutes ces différentes spécificités du capitalisme, eh bien, on peut, et ce sera ma conclusion, on peut tirer quelques éléments de conclusion. Préserver l'écosystème terrestre, ça supposerait, si on est cohérent, d'avoir une société qui se donne une finalité qui ne soit pas l'économie, mais les besoins humains. Premièrement. Ça supposerait une société qui ne soit pas anarchique, mais planifiée. Secondo. Ça supposerait une société qui ne soit pas de court terme, mais de long terme. Troisièmement. Qui ne soit pas impérialiste, mais basée sur la coopération. Quatrièmement. Toutes ces caractéristiques suffisent à prouver que la préservation de l'écosystème terrestre nécessite la destruction du capitalisme. Comme le soulignait Marx, le capitalisme ne se développe qu'en ruinant, je cite, dans le même temps, les sources vives de toute richesse, la terre et les travailleurs. Ça, ce n'est pas les écologistes contemporains qui l'ont dit, c'est Marx dans son analyse du capitalisme. Le capitalisme est, avec la crise de l'écosystème terrestre, entré en sénilité et en décadence. Parce que les technologies actuelles permettraient, dans un autre système social, de répondre aux besoins écologiques comme aux besoins alimentaires. Les forces productives sont développées aujourd'hui à un niveau qui permettrait de préserver l'écosystème terrestre, qui permettrait de nourrir toute l'humanité. Ce qui empêche cette réponse, ça n'est pas qu'on serait trop nombreux sur Terre, ça n'est pas que nos technologies sont pas assez développées, ce qui empêche cette réponse, c'est la loi du profit, qui détermine les choix. L'expression capitalisme vert est donc un oxymore, c'est-à-dire une contradiction dans les termes. C'est un oxymore aussi important que le capitalisme à visage humain. Voilà, ça ne veut rien dire. Et malgré tout le respect parce que je suis sûr qu'ici j'en vois au moins une qui aime le jardinage, tout en respectant ceux qui aiment le jardinage,
Une écologie qui ne serait pas anticapitaliste et anti-impérialiste n'est rien d'autre que du jardinage. Merci.